Bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier rendez-vous Effet Coop. Les rendez-vous Effet Coop, en fait, on les organise pour mettre en lumière les profils des coopérateurs qui ont bâti les coopératives et les mutuelles du Québec et également pour vous faire découvrir les belles histoires des coopératives et des mutuelles et évidemment vous donner un avant-goût de ces coopératives qui seront présentes au RDV 2021, donc au grand rassemblement de la coopération et de la mutualité qui va avoir lieu les 14 et 15 septembre prochains. Donc, comme premier invité pour briser la glace avec nous aujourd'hui, nous accueillons M. Stéphane Lavallée, directeur général des Coops de l'information. M. Lavallée, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de l'invitation. Alors, un petit retour en arrière. On se rappelle en 2019, plus précisément le 19 août, Onde de choc au Québec, groupe Capital Média qui regroupe les 6 quotidiens. Donc, le droit, évidemment, dans mon patelin chez nous, dans la région d'Ottawa-Gatineau, le Nouvelliste de Trois-Rivières, le Quotidien du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Soleil de Québec, la Tribune de Sherbrooke et également la Voix de l'Est de Granby. Faute de liquidité, annonce son intention de se placer sous la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Donc, Onde de choc au Québec le 19 août. Ensuite, le 27 août, très rapidement, mobilisation collective. Les employés du groupe Capital Média donnent le feu vert à leur syndicat pour préparer un plan d'affaires afin de reprendre les quotidiens. Le 7 octobre, les employés lancent une campagne pour appuyer le démarrage de leur coopérative et déposent leur dossier. Et là, on sait que ce dossier-là, en fait, le projet de reprise collective par les employés est un parmi d'autres en lice auprès du syndic. Et le 21 novembre, le syndic au dossier retient cette reprise collective, le modèle de coopérative proposé par les employés, et sont constitués en fait les Coops de l'information le 23 décembre 2019. Donc, en 4 mois, grâce à cette mobilisation collective et grâce aux employés, on a pu sauver les quotidiens dans les 6 régions. Donc, c'est tout à fait remarquable. Et avant de parler des Coops de l'information et de ce parcours qui est, ma foi, super inspirant, également pour des entrepreneurs qui désirent se partir en mode coopératif ou encore pour certains repreneurs ou de cédants qui désirent céder leur entreprise, en fait, aux employés. Permettez-moi de faire un petit détour et de vous présenter plus particulièrement le parcours de Stéphane Lavallée. Monsieur Lavallée, Stéphane, en fait, a un parcours assez intéressant depuis plus de 35 ans. Il est très actif au sein des médias québécois. Il a assumé différents postes, celui de journaliste, de directeur, de vice-président dans différents médias, mais plus particulièrement en 2013, à la suite de la grande tragédie de Lac-Mégantic qui nous a tous frappés, Québécois et Québécoises. Stéphane s'est impliqué plus particulièrement dans la reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic. Donc, c'est quelqu'un, je pense, qui a à cœur le bien-être collectif. Et également, avec ses 3 fils, Stéphane s'est également impliqué dans un beau projet culturel qui est la Chapelle du Rang 1, une entreprise d'économie sociale dans la région, également à Lac-Mégantic. Donc, en lisant votre feuille de route, c'est sûr qu'on fait un beau parallèle avec le projet des Coops de l'information qui ont été une belle reprise collective par les employés, donc cette mobilisation-là des collectivités, et également vous, votre profil de coopérateur, Stéphane, avec votre implication au sein de Lac-Mégantic. Et je me permets d'ouvrir cet échange que nous aurons aujourd'hui avec cette première question d'introduction en vous demandant comment vous avez développé ce désir de vous impliquer de façon aussi concrète pour les collectivités, que ce soit pour la Chapelle du Rang 1 avec vos fils ou encore pour la reconstruction de Lac-Mégantic, en fait? Bonne question. Mégantic, ça a été comme un appel. Ça a été comme une blessure.
C'est une tragédie, en fait, qui, effectivement, comme tu le disais, Marie-Josée, qui a touché tout le Québec. Mais moi, je suis originaire de Mégantic. J'ai vécu toute mon enfance, mon adolescence, puis ça m'a touché droit au cœur, évidemment. Puis j'ai eu le souci, en fait, le besoin de voir si je pouvais être utile à quelque chose. Et c'est là qu'est partie une petite implication, une petite volonté, une implication qui a grandi avec le temps. Mais je ne veux pas trop nécessairement développer là-dessus parce que je pense que les racines de tout ça, ils sont ailleurs, sont dans la famille. Moi, je pense beaucoup aux racines. Je crois beaucoup que les racines familiales sont le terreau de ce qu'on devient. Évidemment, on se transforme malgré tout avec le temps, mais l'esprit d'entraide dans ma famille, dans notre famille, ça a été très puissant. Moi, je viens d'une famille relativement nombreuse pour notre époque. On est 9 enfants à la maison. En fait, on était 9 enfants à la maison. Et il y a une bonne partie de ma vie de jeune, d'enfant, qui s'est passée autour d'une maison familiale où on avait 2 chambres à coucher, les gars d'un bord, les filles de l'autre, tous les âges confondus. Puis ça, je dois dire que ça développe pas juste la patience, mais certainement une notion de conciliation, d'acceptation, d'entraide. Puis ça joue certainement aujourd'hui un petit peu dans cette idée de vouloir faire une différence. Puis moi, j'ai souvent dit à mes fils, puis en intervention sur le terrain, l'idée, c'est de faire une petite différence à la mesure de ce qu'on pense qu'on peut contribuer. Puis que si on est plusieurs à faire une petite différence, ben, ça crée une chaîne où ça fait une différence importante dans une communauté. Puis la notion de communauté, ça peut être une ruelle, ça peut être un quartier, ça peut être un village, ça peut être une petite ville comme Mégantic. Donc pour moi, c'est la base, c'est de dire comment on peut faire une petite différence. Puis au bureau de reconstruction de Lac-Mégantic, on invitait des gens à venir parler justement de leur implication, de leur projet communautaire. Il y a une phrase qu'un intervenant a dit un jour qui m'est restée toujours en tête. Les petits projets font les grandes communautés. Et j'ai trouvé ça tellement puissant parce que c'est ce qu'on essayait de faire. Puis il disait en quelques mots, en fait, tout ce qu'on recherchait en voulant faire les choses différemment sur le terrain. C'est un peu les racines de l'implication en mégantique, mais ça prend quand même une motivation de base. Pour moi, ça a été la tragédie, puis l'idée, je pense qu'on fait aussi beaucoup les choses pour soi. On le fait tourner vers les autres, mais on le fait pour soi d'abord. Si ça ne répond pas à un besoin qu'on a, j'y crois plus ou moins. Je crois à l'altruisme, mais je pense aussi qu'on cherche à être utile, on cherche à créer un impact, on cherche à vivre une passion. Dans le cas de Mégantic, moi, je m'en suis rendu compte par après, à commencer à guérir, puis à guérir avec les autres. C'est ça qu'on a fait dans une démarche collective qui a été une grande démarche de participation citoyenne où on a commencé à guérir ensemble. Puis on en avait tous besoin. Absolument. Puis c'est vrai qu'il n'y a pas de petits gestes. En fait, ça démarre par ces petits gestes-là. Puis ensuite, il y a un effet d'entraînement qui fait en sorte que souvent les projets prennent une proportion qu'au départ, on n'avait peut-être pas nécessairement vu tout l'impact que ça pouvait apporter. Puis ça m'amène à vous demander quel est le bagage, en fait, que vous avez amené de toute cette expérience-là que vous avez vécue dans le cadre de la reconstruction de Lac-Mégantic pour les coops de l'information? Parce qu'encore là, il a fallu rapidement que les gens se prennent en charge, là, si je peux m'exprimer ici. Là. Bien, il y a des tragédies qui ne se comparent pas, là. Lac-Mégantic avec absolument. la mise sous protection des tribunaux, mais il y a quand même un contexte de choc. Intervenir dans une communauté comme Lac-Mégantic après la tragédie, c'est intervenir dans une communauté qui est meurtrie, qui est blessée, puis ça demande une grande, grande sensibilité, une grande capacité d'écoute. Puis je pense qu'il fallait ça aussi dans notre groupe de journaux, de médias, à l'époque où, en fait, où on vivait des grandes difficultés, puis c'était pas des difficultés qui étaient inventées, là. On est passé proche de plus être capable de publier, de plus exister. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette sensibilité-là que moi, j'apporte, puis que peut-être certainement que je l'avais un petit peu, là, mais pour choisir de le faire à Mégantic de cette façon-là. Mais Mégantic m'a beaucoup appris qu'il fallait pas juste vivre ça en communauté, pas juste vivre ça dans notre famille, mais qu'il fallait amener ça dans l'entreprise, dans les organisations. Plus de sensibilité, plus d'humanité. Puis
Certainement que chez les médias, dans les médias qu'on forme aujourd'hui, on a fait le même processus qu'on a fait à Mégantic. À Mégantic, on s'est dit à un moment donné, si on fait les mêmes choses de la même façon qu'avant la tragédie, ben on risque d'arriver au même résultat. Puis à Mégantic, c'était une ville en voie de dévitalisation. Mais on intervenait, c'est pas parce qu'on intervenait mal, c'est pas parce que les gens travaillaient mal, c'est parce que quand le mal s'installe, quand la dégradation s'installe petit à petit, on s'en rend pas compte. Moi, j'ai souvent fait le parallèle entre quelqu'un qui voit son état de santé se dégrader, qui fait rien, puis un jour, ben c'est l'infarctus, puis là, oups, et c'est le réveil, puis il commence à se prendre en main. Puis la communauté, c'est un peu la même chose, puis les entreprises de notre groupe, c'est un peu la même chose aussi. Donc, on s'est dit, si on fait les choses de la même façon, ben, ça va donner le même résultat. Ça, c'est une grande vérité. Alors, faisons les choses autrement. Puis à Mégantic, ça a été l'exemple d'un groupe de citoyens qui se relèvent, qui font un petit premier projet, un deuxième, un troisième, qui changent le ton d'une communauté. Puis dans Capital Média, en fait, aujourd'hui, les coops de l'information, c'est des groupes d'employés qui s'entendent pour faire les choses différemment. Puis ça prenait une réponse différente parce que sinon, on risquait d'arriver aux mêmes enjeux auxquels on faisait face. Exact. Puis aussi, j'imagine toute cette solidarité-là qui vient avec aussi dans ce type de projet-là. Avec la création des coops de l'information, puisque c'est devenu maintenant des coopératives, est-ce que vous avez vu un changement quant au sentiment d'appartenance, autant de la part des employés que des communautés, en fait, de ces quotidiens-là? Ben, je pense qu'il y a un bon mot pour résumer tout ce qu'on a vécu puis ce qu'on vit encore, c'est la fierté. Oui, un grand sentiment de fierté. Puis peut-être que c'était pas présent de la même façon. Je pense que les gens ont toujours été fiers de contribuer par le travail dans les médias à la vie des communautés qu'ils servent. Mais la fierté a pris une dimension supplémentaire. Cette idée de prendre les choses en main comme groupe et d'assumer en fait les responsabilités qui viennent avec aussi. Puis on a voulu créer à travers le projet, évidemment, comme l'esprit coopératif le dicte, je pense, l'impose, mais ça dépassait même cette considération-là. On a voulu créer des forums où les gens se parleraient davantage. Puis souvent, c'est pas tant de se parler plus souvent que de se parler autrement qui est important. Puis c'est ce qu'on sent dans l'organisation. Les rapports changent. Puis il faut pas non plus faire l'abstraction que dans les médias d'information, puis dans certains médias de notre groupe, il y a eu des relations de travail très difficiles, très conflictuelles au fil des décennies. On porte cet héritage-là. Même si les gens ont changé, ça fait encore partie de l'organisation, de l'ADN. Donc, il y a un chemin à faire aussi pour bâtir des nouvelles relations. Donc, je pense que la fierté illustre bien le sentiment. La responsabilisation illustre bien aussi, je pense, une volonté de prise en charge. Puis, tu parlais des communautés. Bien, effectivement, les communautés, ça a été aussi une grande source de motivation. Tu sais, quand dans chaque ville ou à peu près, on organise, en fait, la communauté organise des activités de soutien pour sauver littéralement son média de proximité, c'est une charge d'adrénaline incroyable pour les gens qui œuvrent à l'intérieur de ces organisations-là. Petit à petit, ce que moi je vois, c'est que chacun on comprend mieux quel est notre rôle dans l'organisation. Ça fait que il y a tout ce que j'ai dit, puis il y a tout ce qui peut créer de la déception aussi dans une coopérative, dans le sens où, pour bien des gens, au départ, coopérative égale co-gestion. Puis ça, c'est beaucoup, beaucoup d'attentes très élevées. C'est peut-être le sentiment qu'on va prendre à peu près toutes les décisions à 300 ou 400 personnes. On sait que ça ne peut pas se faire comme ça. Donc, il y a la gestion des attentes aussi qui est de mieux en mieux, je pense, assimilée, faite à l'intérieur de l'organisation. Donc, oui, il y a du très, très grand et beau et rassembleur, mais il y a aussi des défis à l'intérieur d'une nouvelle organisation coopérative comme la nôtre. Puis je pense que les gens, là, assimilent ça. Puis sont conscients, en fait, qu'il y a un partage des rôles et responsabilités à mieux définir avec le temps. Oui, puis vous le dites bien parce que dans une coopérative, c'est une gestion qui est participative. Puis comme vous le dites si bien, il y a comme ça vient avec son lot de la gestion des attentes un peu de toutes les parties prenantes. Comment vous, là, ça m'amène tout de suite à vous poser cette question-là. Comment vous gérez ces attentes-là dans un modèle d'entreprise qui est le modèle coopératif?
Ben, on le gère un peu à l'envers de notre côté, hein, parce que ça a été tellement vite, comme tu l'as très bien résumé au départ, toute la mise en place de ça, le projet qui démarre, qui recherche le financement, qu'on n'a pas eu le temps à ce moment-là de faire tout le processus de formation justement sur les rôles, responsabilités. On n'a même pas eu le temps de se donner une charte d'organisation qui régit nos relations entre coopératives. Mhm. On s'est donné des grandes lignes de conduite. On apprend en marchant, mais c'est ce qu'on fait présentement. Tout ce travail-là de mise à niveau de notre organisation, là, on l'a quand même mis en chantier de façon plus active à l'automne dernier seulement, parce qu'il est arrivé comme une crise sanitaire à travers tout ça. Ce qui fait qu'il y a comme une couche de défis qui s'est rajoutée. Mais c'est comme ça qu'on le gère, en fait. Plus de formation, plus de participation à des forums de discussion. Puis on doit en faire encore plus dans le nouveau modèle. Puis juste ce matin, on avait un nouveau groupe de travail qui démarrait. J'étais content de voir qu'il y avait des gens qui n'étaient pas ceux qu'on voit à nos forums habituels. Donc là, on élargit encore la conversation. Puis pour moi, ça, c'est super important. C'est génial. Et puis pour le commun des Nortels, là, en fait, ceux qui sont un petit peu plus néophytes en matière de coopération, là, vous avez commencé à y répondre au fil de vos réponses, mais pourquoi le modèle coopératif était pour vous la solution pour reprendre les 6 quotidiens? Moi, j'étais dans une situation particulière, je vais juste l'expliquer, mais je vais dire aussi pourquoi j'ai cru dès le premier jour que c'était le meilleur modèle. J'étais en fait président intérimaire de Groupe Capital Média à partir du 19 août 2019. Donc, j'étais pas une partie prenante du projet coopératif. J'étais là pour gérer l'entreprise, essayer de la préparer pour une vente, la rendre plus intéressante pour la vente. Est arrivé le projet coopératif. Mais ça ne m'empêchait pas de croire que ce projet-là, avec toute l'expérience que j'avais acquise dans les médias, dans différentes organisations médias, c'était le plus approprié, non seulement pour le contexte actuel, mais pour le secteur d'activité dans lequel on est aussi. Puis je m'explique pour les deux volets. Dans le contexte actuel où on arrive à une situation difficile sur le plan économique pour les médias d'information, puis c'est vrai partout dans le monde occidental, ça demande une réponse différente. Puis, quelque part, je me dis même, pourquoi on n'y a pas pensé avant? Peut-être parce qu'il y avait des entreprises qui faisaient beaucoup, beaucoup d'argent avec les médias, puis qui n'auraient pas, de toute façon, cédé la propriété facilement. Mais le contexte fait en sorte qu'une propriété collective, à ce moment-ci, qui va être plus du niveau de l'économie sociale, ben, ça va réinvestir dans nos médias. Les excédents vont revenir dans les médias. Puis si on avait fait ça avant, ben, peut-être qu'on aurait abordé aussi le virage numérique autrement dans les médias d'information. Mais ça, c'est un petit commentaire personnel. Et puis, il y a la nature même de ce qu'on fait. La nature même de ce qu'on fait, on est des services publics. Moi, je le définis comme ça, même si on a toujours été de propriété privée, puis ça reste encore le cas, une coopérative, c'est le cas, mais il y a une responsabilité de service public à l'intérieur de ça, d'être au service du bien commun, du sens commun, puis quoi de mieux qu'une propriété collective pour servir une collectivité. Je me dis qu'il y a comme un mariage naturel là, qui peut être difficilement imaginé autrement. Puis ça, ben, ça peut prendre la forme coopérative. Il y en a qui sont des OBNL, il y en a qui sont d'autres types d'organisations, mais on s'en va de plus en plus vers un modèle de propriété dans les médias d'information qui reflète mieux le positionnement puis la mission qu'on remplit comme entreprise, mais entreprise d'un genre très particulier quand même. Et là, ce que j'adore de votre réponse, c'est que vous tassez du revers de la main que les coopératives sont des entreprises vraiment pour venir pallier simplement, qu'on va vraiment sortir là, en mode urgence ou que ce n'est pas des entreprises à vocation économique, que c'est vraiment des solutions de dernier recours et ce n'est pas le cas. T'sais, par votre réponse, vous l'illustrez vraiment bien. C'était la solution à propos pour l'enjeu qu'on avait avec ces médias de proximité-là. Et là, on est à 1 an post-constitution. Donc, vous avez été constitué il y a 1 an. Et là, aujourd'hui, ce sont quoi les défis là, des coops de l'information? 1 an après la constitution, quels défis que vous voyez qui se dessinent à l'horizon? Combien vous en voulez?
Il y en a une Les couple. principaux, là. Il y en a une couple. Ben, d'abord, on vient de lancer l'abonnement numérique. Nous, on a basé le modèle d'affaires futur autour de l'abonnement, même dans un monde numérique où on a été habitué à beaucoup de gratuité. Il y a une prise de conscience aujourd'hui que tout n'est pas gratuit dans le numérique. De toute façon, on paye pour à peu près tout, là. Les podcasts, les films, les séries. Les gens paient énormément de services déjà dans le numérique. Et il y a une conscientisation au fait qu'on peut aussi payer de l'information, surtout de l'information qui est plus rare. Les médias de proximité, comme ceux de notre groupe, ils font de l'information qui, par définition, n'est pas assumée par d'autres. C'est sûr que si vous faites la même chose que 10 autres qui rendent ça disponible gratuitement, votre modèle est un peu moins fort. Donc, l'abonnement numérique, c'est un grand défi pour notre organisation parce que c'est un nouveau modèle. C'est drôle parce que moi, je dis souvent, les éditeurs des premiers pamphlets écrits il y a 350 ans ont été les inventeurs de l'abonnement. Mais on a oublié ça, nous, comme éditeurs, en cours de route, quand est arrivé le mode numérique, en fait, la diffusion numérique, alors qu'on peut s'abonner à tout maintenant, des lampes de rasoir, du café, du déodorant. En fait, tout ça va vous être livré à la maison, à la fréquence que vous le voulez, alors qu'on avait, nous, de toute façon, on avait escamoté un peu ce volet-là. Donc, la réussite de l'abonnement numérique, c'est un grand défi en soi. Il y en a beaucoup maintenant qui en font la démonstration de cette réussite-là dans des grands médias de portée nationale ou internationale où il y a beaucoup, beaucoup de payeurs, là, de lecteurs payeurs. Nous, évidemment, le marché est plus petit. Donc, on doit quand même conjuguer avec ce marché-là. C'est pour ça qu'on dit, ben, on base notre modèle d'affaires autour de l'abonnement conjugué à des revenus publicitaires qui doivent rester là, mais qu'on sait plus fragiles que jamais dans l'univers numérique. On a aussi le défi, moi je dirais, de performance organisationnelle, de trouver c'est quoi le modus operandi qui est le meilleur dans notre organisation, où il y a quand même 7 structures, hein, 6 coops locales, une coop nationale qui réunit ces 6 coops-là. Qui doit trouver c'est quoi le meilleur arrangement, c'est quoi le meilleur fonctionnement pour qu'on assume localement, en toute autonomie, ce qui doit être fait localement. Et ça, on y tient parce que c'est l'autonomie locale qui est succès, en fait, garant du succès au plan local. Puis qu'est-ce qu'on partage comme responsabilité, puis comment on le partage aussi pour que ce soit performant sur le plan organisationnel, performant sur le plan financier. Donc, c'est des défis d'une entreprise comme une autre, là. Mais qui a un mode de propriété collectif, puis qui a un fonctionnement, en fait, qui implique beaucoup plus de monde, qui engage beaucoup plus de monde, 300 quelques personnes dans notre cas. Puis qui assure une certaine pérennité. Puis en fait, pour défaire les perceptions de départ, là, de là, 1 an, quand vous étiez un projet parmi d'autres projets qui avaient été déposés au syndic, là, je vais me permettre une question un petit peu plus crunch, si vous me permettez. Là, est-ce qu'on peut dire que votre situation financière s'est stabilisée, là? Et là, c'est sûr que vous n'aviez pas le contexte nécessairement idéal avec la pandémie, ou du moins, ça l'a amené son lot de défis, veut pas, comme à toutes les entreprises du Québec, là. Mais est-ce que cette situation-là, financièrement, s'est stabilisée là, suite à la reprise? La bonne nouvelle, c'est oui. Notre situation s'est non seulement stabilisée, mais elle s'est améliorée. On fait beaucoup mieux que ce qu'on avait prévu à notre première année de fonctionnement en 2020. Parce qu'on a été opportuniste en même temps, puis je le dis dans le très bon sens du terme, c'est-à-dire que la crise nous a frappé, nous, à peu près 10 jours après avoir obtenu notre financement au mois de mars. On était quasiment dans les festivités, puis ben là, on part sur des nouvelles bases, puis arrive la crise sanitaire. On a pris très vite des décisions qui étaient importantes, très difficiles, et en fait, qui ont même mis un peu à l'épreuve notre je dirais pas notre fonctionnement coopératif, mais l'idée d'un fonctionnement coopératif. Parce qu'on ne s'est pas donné des semaines pour réagir, on n'avait pas le temps. Très vite, on a vu les revenus publicitaires chuter, on a dû intervenir, on a interrompu de façon temporaire à ce moment-là la publication imprimée du lundi au vendredi pour transformer le samedi en approche plus magazine d'actualité. Et on a ouvert les ventes du côté numérique pour très vite, dans le courant de l'année, donc 1 an avant ce qui avait été prévu au plan d'affaires, faire une transition. Ça a été en fait des décisions salutaires parce que non seulement
On a évité de perdre beaucoup d'argent, mais on a commencé à en faire un peu, ce qui est une très, très bonne nouvelle dans le contexte. Mais il n'y a personne chez nous qui va crier victoire, là. Tout ça reste fragile, tout ça reste à bâtir. Le nouveau modèle, il faut en faire la démonstration de son succès. On pourra en parler dans 12 à 24 mois pour les nouvelles orientations. Mais pour l'instant, c'est stabilisé. Notre fonds de roulement est bon. Puis un élément qui illustre ça, on a eu accès quand même à beaucoup de financement dans le cadre de la relance grâce au maillage de 7 partenaires financiers majeurs. Et on a touché une partie de ce financement-là au début 2020, mais on ne l'a pas utilisé du tout, ce qui est très, très bon signe. Mm-hmm. Ce qui est excellent. Vous parlez de maillage de partenaires financiers, vous parlez de la mobilisation de la communauté. J'imagine que quand les employés se sont dit « Parfait, go, on se lance, on reprend ça en mode coop », qu'ils n'avaient pas nécessairement en tête tous les avantages que pouvait apporter le modèle d'affaires coopératif. Un an post-constitution, quels sont les avantages que vous pourriez nous partager de dire « On a fait le bon coup de se démarrer en coopérative et voici pourquoi ». Parce qu'on a renforcé l'esprit de communauté, d'abord dans nos organisations. Puis, tu sais, on passe tellement de temps au travail qu'il faut absolument travailler sur l'appropriation, l'identification, le sentiment d'appartenance. Il n'y a pas juste la formule coopérative qui permet de faire ça, mais la formule coopérative, parce qu'elle implique une propriété collective, engage les gens beaucoup plus rapidement, je pense, autour de cette idée de communauté. Puis, communauté à l'intérieur d'un grand monde de communautés. Moi, ce que j'ai découvert dans cette première année-là, même si la pandémie nous a empêchés de faire autant de maillage qu'on aurait voulu, de contact avec d'autres entreprises coopératives, c'est que c'est une grande communauté, les entreprises coopératives entre elles. Et en fait, nous, à l'intérieur de tout ça, on est une communauté parmi d'autres. Donc, l'idée de rassembler les gens autour de ce sentiment-là d'appartenance, c'est rapide avec une formule coopérative. Puis, il y a aussi dans les principes coopératifs tout le volet éducation, formation, information. Puis, on met des efforts là-dessus. On met des efforts pour l'information à l'interne, l'éducation à l'interne, la formation. On en fait, puis on va en faire peut-être plus que ça n'en est jamais fait dans les médias de notre groupe. Et il y a quand même un parallèle intéressant à faire là, parce que c'est aussi notre mission d'éducation, de formation, puis d'information, en fait, comme média. Donc là aussi, le maillage, en fait, l'union fonctionne super bien. Puis, depuis le virage en mode coopératif, c'est sûr qu'on constate qu'il y a un changement d'angle, plus local, plus régional dans les différents médias. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'impact des retombées de ce virage-là que vous avez fait? Ça a toujours été des médias de proximité, hein? La Tribune, La Voix de l'Est, Le Nouvelliste. Mais il y avait comme, peut-être pendant une certaine période, pas une gêne, mais une retenue à dire on est un média local, on est un média régional. Parce que si on ne retourne pas si loin en arrière, là, local, régional, ça faisait un petit peu campagne, ça faisait un petit peu manque d'ambition. C'est peut-être comme ça, en fait, qu'il y a eu une espèce de positionnement qui n'était pas si fort local ou régional. C'était comme si on allait parler de poules puis de cochons dans le rang 4, puis que ça serait juste ça. Puis c'est absolument pas ça. Et nous, on est revenu, puis porté certainement par ce qu'on voit dans l'ensemble de la société, un nouveau courant vers le local. L'achat local, mais aussi habiter les régions, dynamiser les régions. C'est accéléré par la pandémie, mais c'était déjà là avant. La crise est juste un accélérateur. Et je pense que ça redonne une fierté à ceux qui font de l'information locale, régionale. Puis nous, on joue, en fait, on joue sur cette fierté parce qu'on y croit foncièrement. Pour notre campagne de promotion de l'abonnement numérique puis de positionnement, notre signature, désormais, c'est local de calibre mondial. Parce qu'il n'y a pas de complexe à avoir à faire de l'information de proximité. Si je fais de l'information pour un lecteur de Granby, ça a autant de valeur qu'un média d'information qui le fait pour un lecteur de Paris, de Londres, de Tokyo, nommons-les toutes, parce qu'on le fait de façon professionnelle, avec la recherche de vérité, d'équilibre, et ça, ben, c'est de calibre mondial. Puis en même temps, en prenant ce positionnement-là, cette signature-là, on voulait lever notre chapeau aux communautés.
où on est installé. Ces communautés-là sont aussi locales de calibre mondial. Puis moi, je dis souvent, c'est pas toujours juste l'idée d'aller gagner des médailles olympiques. C'est pas ça le local de calibre mondial. C'est le mieux vivre ensemble, le mieux être ensemble. C'est d'être tourné vers les besoins de sa communauté, vers les besoins de l'autre. C'est une démarche très bienveillante. Bien, ça, c'est de calibre mondial. Moi, je pense que l'humain, foncièrement, est bon. Je suis un optimiste de nature, peut-être parfois idéaliste, mais je pense que ça nous définit comme humains, puis ça nous renforce comme communauté. Oui, puis aussi, il faut le dire, là, vous êtes des gardiens de notre démocratie. Tu sais, je veux dire, les gens, s'ils ne sont pas informés, ne peuvent pas s'impliquer. D'où l'importance de vous avoir là, présent, puis impliqué, puis accessible, si je peux me permettre de dire ainsi. Puis avant que je glisse à la dernière question, parce que le temps file, c'est vraiment plaisant, là, cette entrevue-là, on ne voit pas le temps passer. J'inviterai les gens, si vous avez une question, à inscrire votre question dans le fil d'actualité de l'entrevue du Facebook Live. Et je m'apprête à lancer la dernière question à Stéphane, puis ensuite on ouvre pour une période de questions où on posera vos questions. Alors, prenez le temps d'y réfléchir, parce que ma dernière question, Stéphane, justement en lien avec cette démocratie-là que vous gardez bien précieusement pour nous en nous tenant informés, bien, en 2019, le gouvernement du Québec avait mis en place une commission sur l'avenir des médias. Vous avez été très actifs, les coopératives de l'information, à l'époque, Groupe Capital Média, pour défendre les médias auprès des gouvernements provinciaux et fédéral. Aujourd'hui, quelle est votre lecture de la situation à cet effet-là? Bien, ce qui reste, il y a des gros pas de franchis. Il reste du travail à faire, mais au Québec, en particulier, les médias d'information, on est quand même dans un contexte pas mal plus favorable qu'ailleurs au Canada anglais, parce qu'ici, il y a 2 programmes de crédit d'impôt qui s'appliquent pour la presse écrite. On a un programme fédéral, on a un programme provincial qui vient, en fait, aider financièrement le maintien des ressources liées au contenu, au sens assez large du terme. Donc ça, c'est une grosse amélioration. En fait, c'est un gros pas en avant. Et évidemment, il reste beaucoup de travail à faire. On fait partie d'une coalition d'éditeurs canadiens et québécois qui faisons pression sur le gouvernement fédéral pour qu'on instaure au Canada, comme on est en train d'essayer de le faire dans d'autres juridictions, surtout en Europe, un mode de compensation pour les médias de la part des géants du numérique, Google, Facebook, Apple et compagnie. Ça, il reste du travail à faire. Par contre, au Québec, on a eu une commission sur les médias là, qui s'est mise en branle en 2019, qui a émis son rapport à l'automne dernier. Puis, c'est sûr que là-dedans, là, on redit ces choses-là. Il faut maintenir les crédits d'impôt, il faut maintenir l'aide à la transformation numérique, il faut s'assurer que les géants du numérique paient leur juste part pour l'information qu'ils diffusent. Ils prennent notre information, les diffusent sur leur plateforme, ramassent les revenus publicitaires. Puis il faut aussi, c'est ce que la Commission a dit, et qui nous fait particulièrement plaisir, il faut que le gouvernement favorise l'éducation aux médias, l'éducation à la citoyenneté. Et nous, les médias, on peut jouer un rôle là-dedans. Un des volets principaux qu'on a lancé en arrivant, les coops de l'information, c'est tout un programme d'information à l'intention des jeunes publics, des parents et des professeurs. On le fait en projet pilote, on le développe à mesure qu'on expérimente, mais on a un succès vraiment important avec ça. Mais on pense que ça fait partie non seulement de notre rôle, mais nos valeurs. Parce que si on sensibilise de façon plus systématique, plus jeune, les jeunes publics à la valeur de l'information, puis à l'importance d'une information juste et vérifiée, bien, on en fait des meilleurs citoyens pour demain. On va ouvrir à la période de questions parce qu'il y en a beaucoup qui rentrent. Là. Décidément, là, les gens ont des questions pour vous, puis vous avez piqué leur curiosité et leur intérêt. Première question, Mathieu Thériault. Est-ce que vous comptez jouer un rôle dans la promotion du modèle coop dans votre ligne éditoriale? C'est une très bonne question. On a une sensibilité plus grande de la part des équipes de contenu au modèle coopératif. C'est bien normal. On se reconnaît là-dedans, évidemment, mais il faut quand même laisser tout le loisir
équipes de contenu de faire leur choix rédactionnel. Puis c'est surtout pas moi qui va aller m'ingérer dans ces choix-là. Je pense que ça relève vraiment des professionnels de l'information, mais peut-être parce qu'effectivement, ils ont une ouverture plus grande parce que peut-être qu'on les connaissait pas tant que ça, les coopératives, puis que ça nous amène à en parler davantage, à être plus sensibles. D'autant que nous, ce qu'on voit, je ne sais pas si vous le mesurez au conseil, mais c'est une effervescence dans le monde coopératif. Donc, ça serait de ne pas faire notre travail que de ne pas en témoigner. Donc, il faut en témoigner aussi. Vous allez être d'excellents ambassadeurs de la coopération au Québec, surtout avec les coop de l'information qui sont tellement un franc succès. Parce qu'on le disait au départ, hein, des fois, il faut arrêter de voir le modèle d'affaires coopératif comme une solution de dernier recours, puis d'être audacieux, puis de se dire, justement, le modèle d'affaires coopératif va me permettre de créer mon projet, puis justement de peut-être défaire certains mythes ou d'aller concurrencer là où on n'aurait jamais pensé possible d'y être. C'est un peu ce que les coops de l'information ont fait. Puis on a d'autres beaux succès coopératifs aussi québécois qui ont fait ça. Donc, effectivement, vous allez pouvoir devenir de bons ambassadeurs. Gino Poitras, autre question. Est-ce qu'on ne devrait pas créer d'autres coops pour les régions qui n'ont pas de médias d'info, notamment des coops de reportage télé, par exemple, ou est-ce que ça devrait être répliqué ailleurs dans les régions qui n'ont pas de médias d'info? Oui. Bien, il y a déjà des coopératives. Nous, on est, selon certaines vérifications du Centre d'études sur les médias, on est le plus grand groupe média coopératif au Canada, organisé de cette façon-là, avec une couverture quand même qui couvre la moitié du Québec, on peut dire. Il y a aussi des médias d'information qui sont des coopératives ou des médias au sens large, stations de radio qui ne font pas seulement de l'information, qui sont des coopératives, d'autres types de médias coopératifs. La question de savoir si effectivement on ne devrait pas en créer d'autres pour accentuer la couverture régionale de l'information, moi je dis oui, assurément. Ça fait partie d'ailleurs des recommandations de la commission d'études sur les médias dont je parlais tout à l'heure, de porter une attention particulière à des régions qui n'ont pas de desserte forte en information. Puis nous, on a toujours dit depuis le départ, mais là, on va apprendre à marcher avant de courir, que les coops de l'information, ben, c'est ouvert à plein d'autres organisations. C'est pas limité au groupe fondateur. Donc, à mesure que le temps va avancer, qu'on va nous-mêmes s'asseoir confortablement dans notre modèle, ben, il y aura possibilité que ça s'élargisse. Exactement, de faire des partenariats, de nouveaux partenariats. Myriam Michaud, est-ce que d'autres médias locaux, journaux ou même autres types de médias pourraient éventuellement se joindre à la coop? On y a comme un petit peu répondu. Finalement, c'est du live. Hein? Désolée, je n'avais pas eu la question avant. Geneviève Yasmina, une coopérative de médias d'information qui renoncerait à ses ristournes, serait-elle éligible aux subventions réservées au OSBL dans le milieu de l'information ou encore de l'édition? Ouf, c'est une question quand même assez technique. Êtes-vous en mesure de répondre à ça? C'est assez pointu, mais c'est drôle parce qu'on explore un peu ça dans le cadre du programme fédéral des organismes journalistiques enregistrés qui donne accès, en fait, à certains avantages, dont celui d'émettre des reçus pour dons de charité, même quand on n'est pas reconnu comme tel, comme un organisme de bienfaisance. Donc, c'est une problématique qui rejoint pas mal celle qui est soulevée. Effectivement, c'est un peu pointu, mais on peut, comme coopérative, renoncer au versement de ristournes ou de bénéfices aux bénéfices, en fait, des membres ou d'autres. En fait, des membres essentiellement pour les coopératives, mais on commence juste à patiner sur cette patinoire-là. Je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin. C'est envisagé. Excellent. Puis, M. Alain Forget vous demande quelle stratégie allez-vous appliquer concernant les circulaires numériques versus l'intégration de ces spéciaux dans vos pages numériques? Je ne sais pas si c'est clair. Ben oui, mais c'est un débat qui n'a plus vraiment lieu dans le sens où
les circulaires ont remplacé les plans de page qu'on avait il y a 20-25 ans dans les journaux, où le marchand, l'épicier du coin ou la chaîne d'épicerie annonçait tous ses spéciaux de la semaine. C'est un marché qui a déjà pas mal déserté de cette façon-là les médias d'information. Et il y a des médias qui intègrent les circulaires numériques à leur plateforme. C'est quelque chose qu'on regarde aussi depuis quelques temps, mais ce n'est pas dans les priorités immédiates. Puis là, quand on parlait qu'éventuellement, il pourrait y avoir des nouveaux joueurs à la table au sein des coops de l'information, on parlait aussi de toute la mobilisation des collectivités. Comment vous entrevoyez, ça fait l'objet de deux questions qu'on a sur le fil, l'intercoopération qu'il pourrait y avoir avec d'autres coopératives, peut-être juste des grands aspects que vous pourriez nous partager, là, dans quel champ il pourrait avoir cette intercoopération-là avec d'autres entreprises coopératives, c'est ça, qui pourraient collaborer avec les médias à l'écoute de l'information? Il faut quand même toujours faire attention. Nous, jusqu'à maintenant, puis je ne voudrais pas dépasser ce qui a été juste évoqué à l'interne parce que ce n'est pas une discussion qu'on fait tous les jours, là. Mais ce qui a été évoqué, c'est de dire que les coops de l'information regrouperaient des médias d'information. Il faudrait que ça reste au cœur de notre mission. Ensuite, qu'on soit des partenaires d'autres organisations coopératives, ce n'est pas interdit, mais ça serait certainement plus des partenariats d'affaires, des partenariats d'expertise, de développement, on peut appeler comme on veut, parce que ce qu'on protège, puis je pense que c'est ce qui explique aussi le fait que ces médias sont si importants, puis qu'ils soient là depuis plus de 100 ans dans bien des cas dans notre groupe, ce qu'on protège à tout prix, c'est l'autonomie et l'indépendance des salles de rédaction. Fait qu'on ne va jamais mettre nos salles de rédaction au service de X, Y ou Z modèle de propriété ou modèle de gouvernance. Je pense que nos salles de rédaction doivent rester indépendantes, puis on doit protéger ça à tout prix. Puis en terminant, on parle d'intercoopération, on parle aussi des différents partenaires financiers, le maillage financier que vous avez eu pour les coops de l'information, que c'est un modèle d'affaires qui est souvent méconnu. Là, vous arrivez, vous avez fait beaucoup de coopération dans votre parcours personnel et professionnel. Là, vous arrivez un peu dans ce monde-là de la coopération au Québec. Qu'est-ce que vous avez découvert du mouvement coopératif et mutualiste québécois depuis la création de la coop? Un monde solidaire, très solidaire. En fait, beaucoup de solidarité, puis je dirais plus que ça, de l'entraide. Moi, je pense que l'entraide est une notion qui amène aussi une espèce de vision de bienveillance, d'écoute, de regard tourné vers l'autre. Puis ça fait partie, en fait, de ce qu'on essaie de développer comme chimie à l'intérieur de l'organisation. Mais le monde coopératif est ponctué de ça, en fait. Il est doté de ça. Pour moi, ça, c'est une valeur importante. Je ne pense pas de l'avoir vu écrit de cette façon-là, entraide, bienveillance ou écoute, mais je le traduis comme ça quand on regarde tout l'effet solidarité. Puis ce qu'on pourrait dire, l'effet coop pour être dans le thème. C'est génial. En terminant, Stéphane, je vous laisserai le mot de la fin si vous avez un message particulier que vous aimeriez partager aujourd'hui. C'est une belle question. Question ouverte, c'est les pires. Une question très ouverte. En fait, j'ai envie de dire ce que je dis souvent à notre petite gang familiale là, dans nos projets, puis en intervention communauté aussi. Les seules barrières, c'est celles qu'on se met dans notre tête. Puis notre local de calibre mondial, il traduit ça aussi. C'est qu'il n'y en a pas de barrière quand on veut réaliser des projets. Puis les freins qu'on se met, c'est souvent ceux qui sont placés quelque part à l'intérieur entre les deux oreilles. Mais quand on se libère de ça, on va faire des choses extraordinaires. Puis moi, j'ai la démonstration autant dans les coops de l'information que dans la petite communauté d'où je vous parle, de Lac-Mégantic en télétravail, que si on se libère de ces barrières-là, tout est possible.
Mais Stéphane, je vous remercie sincèrement. Vous avez été littéralement tellement inspirant. Vous avez parlé de cœur et puis on en a appris davantage sur la coopérative des coops de l'information, également de l'homme que vous êtes, hein, vous qui pilotez maintenant ces coops de l'information-là. Puis en même temps, je suis sûre qu'on a démystifié en quelque part certains faits concernant le fonctionnement des coops de l'information, puis également du modèle d'affaires coopératif. Donc, je vous souhaite beaucoup de succès et au nom de tout le mouvement coopératif et mutualiste québécois, je tiens à vous féliciter, vous et votre équipe, pour tout le travail que vous avez effectué et on vous souhaite une belle continuité, les coops de l'information. Et en fait, pour en connaître davantage sur les coops de l'information, on invite les gens à participer au RDV 2021 Coopération plus Mutualité qui va avoir lieu les 14 et 15 septembre prochains et vous allez être présents. Donc, merci beaucoup, Stéphane, pour votre présence aujourd'hui avec nous. Merci, Marie-Josée. Merci tout le monde d'avoir participé à cet échange-là. Puis au plaisir de se suivre dans notre cheminement. Absolument. Donc, on vous dit à tous à la prochaine. Le prochain rendez-vous Effet Coop aura lieu au mois de mars. Alors, suivez notre page Facebook pour avoir plus de détails, à savoir qui sera notre prochain invité et quand se tiendra le prochain rendez-vous Effet Coop. Merci à tous. Bonne journée.